C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes particulièrement ravis de vous accueillir ce soir pour cette première conférence sur le thème du potager pour les débutants. Cet événement est organisé dans le cadre d'une série de conférences sur le web, série intitulée « Ceci n'est pas un avis ». Donc, je me présente, je suis Maude Boulesté et je suis chargée d'animer le projet alimentaire territorial de Grand Cognac, dans le cadre duquel ce projet de conférence est né. Madame Pascale Bell, qui est élue en charge du développement durable à Grand Cognac, va pouvoir nous en dire quelques mots, puisqu'elle nous fait le plaisir d'être présente ce soir. Mais avant les propos introductifs de Madame Bell, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux intervenants du soir. Donc, le premier, c'est Sébastien Bruand, maraîcher sur la commune de Nercillac, paysagiste et président de la Maison de l'agriculture biologique de la Charente, qui a accepté notre invitation pour venir répondre à toutes nos questions sur le potager. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Notre second intervenant sera Christophe Bayle. Il est président de l'espace citoyen Conseil de développement du Cognacé. Donc, l'espace citoyen, c'est l'instance de participation citoyenne à la vie de l'agglomération, dans laquelle chacun d'entre nous peut s'informer, se former sur des sujets et être force de proposition pour la collectivité. Nous sommes très heureux de cette nouvelle coopération avec l'espace citoyen, dont je vous invite d'ailleurs à consulter le tout nouveau site internet qui est en ligne depuis quelques semaines. Bonsoir Christophe. Bonsoir Maude. Alors, juste moi, je suis pas intervenant, je suis juste facilitateur pour faire que les choses se réalisent. Je n'ai aucune compétence pour ce qui est du potager. Voilà. Tout à fait. Donc, Christophe jouera le rôle de modérateur ce soir et nous aidera à poser toutes vos questions que vous pourrez mettre dans le fil de discussion. Madame Bell, bonsoir. Je vous laisse la parole pour nous dire quelques mots sur le projet alimentaire territorial. Merci Maude. Donc, bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette première web série. Grand Cognac Agglomération s'est engagé depuis plusieurs mois dans un projet alimentaire territorial. C'est une démarche qui consiste à créer et à soutenir des actions existantes en faveur d'une alimentation saine et locale sur notre territoire. Parmi nos enjeux identifiés auxquels on souhaite répondre, on a le premier enjeu, c'est favoriser l'installation d'agriculteurs, que ce soit des maraîchers, des éleveurs, des arboriculteurs sur le territoire, de promouvoir les circuits courts, d'accompagner la restauration collective vers un approvisionnement plus qualitatif et local, et de sensibiliser les différents publics aux enjeux de l'alimentation, de la santé, de la préservation de la biodiversité, des ressources naturelles et à la prévention des déchets et du gaspillage alimentaire. On a déjà fait des travaux depuis quelques années sur ces sujets-là et on a décidé de s'en emparer parce que ça nous paraît vraiment important. Donc pour cela, l'agglomération peut compter sur beaucoup d'acteurs et de partenaires. Il y a les associations locales, il y a des collectifs de citoyens, des entreprises et des collectivités. Donc cette série web, ça va être un outil pour informer les citoyens, les sensibiliser et échanger avec eux et promouvoir l'intérêt d'une alimentation saine et locale pour que tous aient accès à cette alimentation et puisse avoir une meilleure santé. Merci Madame Bell. Alors avant de commencer, quelques petites règles techniques avec lesquelles vous êtes tous devenus certainement familiers désormais. Pour une qualité de son optimale, nous vous invitons à tous couper vos micros. Bien entendu, vos questions sont les bienvenues, alors n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. Christophe se chargera de les poser au fur et à mesure de la conférence. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions ce soir, nous reviendrons vers vous par email grâce à l'adresse que vous avez fournie au moment de votre inscription. Vous retrouverez également une synthèse des réponses sur le site internet de l'espace citoyen. Lors de nos échanges, vous verrez apparaître le logo orange de Grand Cognac. Lorsqu'il apparaîtra sur les diapositives, cela fera référence à des initiatives ou à des acteurs du territoire de Grand Cognac. N'hésitez pas à partager dans le fil de discussion des informations complémentaires qui ne seraient pas données
toute contribution est la bienvenue. Des interviews ont été réalisées et filmées par les adolescents de l'Espace Jeune de Cognac dans le cadre de ce projet. Nous vous en diffuserons des extraits au cours de la conférence. La totalité du contenu sera disponible sur le site de l'Espace Citoyen et je vous invite vivement à découvrir le très beau travail qui a été réalisé par ces jeunes et par les équipes de l'Espace Jeune de Cognac. Dernier point technique important, donc la conférence est enregistrée. Elle sera mise en ligne sur le site de l'Espace Citoyen et sur le site internet de Grand Cognac, ainsi que sur la chaîne YouTube. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 21h30 et nous ferons le maximum pour respecter cet horaire. Et je rappelle qu'à l'issue de la conférence, nous organisons un tirage au sort qui aura lieu dans le cadre d'un jeu concours organisé grâce au soutien des serres de la ville de Cognac. Ce jeu concours pourra vous permettre de gagner des plants de légumes. Alors Sébastien, d'après un article du Science et Vie de septembre 2018, 17 millions de Français jardineraient, dont 38% au potager. Le nombre de potagers a en effet connu une très forte croissance ces 15 dernières années. Est-ce une volonté de se nourrir différemment, un retour à une forme de naturalité dans les loisirs ou une aspiration à des notions de partage? Finalement, pour commencer, une question simple, pourquoi se lancer, comme ces millions de Français, dans la culture de légumes? Alors oui, bonne question. Alors, avant de répondre à cette question, juste une petite, je tiens à préciser une petite chose. Donc, on a effectivement, comme tu l'as précisé, qu'une heure et quart ensemble, énormément de choses à dire et donc, bien évidemment, on n'aura pas le temps de tout dire. Donc, j'hésitais entre parler de tout mais sans rien approfondir ou alors développer les réponses au maximum, mais du coup, on n'aurait pas parlé de grand-chose. Donc, finalement, je vais essayer, dans mes réponses, de vous donner l'ensemble des informations importantes, sans les approfondir trop, mais également de temps en temps de faire un focus un peu plus particulier sur une thématique ou un élément, histoire de se faire plaisir et puis surtout de vous donner envie d'aller creuser un peu plus loin, quoi. Donc, j'espère y parvenir, on verra ça à la fin. Donc, pour répondre à ta question, il y a beaucoup trop de bonnes raisons, justement, pour les énoncer toutes ici. Et si vous êtes tous là, c'est que vous avez déjà trouvé vos bonnes raisons. Peut-être, je pense qu'il ne vaut mieux pas le faire pour des raisons financières, car les espérances de gains financiers en faisant son potager sont somme toute assez minimes. Et je pense que c'est loin d'être le meilleur argument. Je vous cite quand même à pêle-mêle quelques bonnes raisons de faire son potager. Alors, manger des produits frais qui ont du goût, on peut le faire pour des raisons pédagogiques, d'initiation avec ses enfants. Ça peut être pour recréer un lien avec la nature et son environnement, pour maintenir une activité lors de sa retraite, pour prendre conscience des saisons de production. Ça peut être pour faire un geste écologique, pour avoir des légumes un peu originaux qu'on ne trouve pas ailleurs, pour se faire plaisir tout simplement. J'ai rajouté même pour pouvoir boire une bonne bière après une bonne matinée de travail au potager, ça marche aussi. Bref, il y a beaucoup de raisons. Peut-être faire un petit focus justement sur une raison un petit peu plus particulière que j'aime beaucoup, c'est celle de pouvoir raconter l'histoire du plat qu'on va servir, de raconter son histoire en fait depuis le début. Je pense que l'être humain, nous tous, nous sommes très friands des histoires, on adore en raconter, les fabriquer, les écouter, et notre système de consommation alimentaire a un peu perdu cette capacité à raconter les histoires, et finalement c'est la publicité qui est devenue en fait celle qui raconte les histoires, et ça c'est un peu triste je pense. Donc faire son potager, ça permet, quand on va servir le plat à ses enfants, ses amis ou sa famille, de pouvoir raconter l'histoire du plat depuis le début, depuis le semis de la plante, sa culture, les aléas de récolte, les échecs, les réussites, les anecdotes, tout ça. Et vous pourrez enchaîner avec le récit de la préparation du plat, et quand arrivera le moment d'y goûter, en fait, l'ensemble des convives en fait, seront déjà conquis avant même de savoir si c'est réellement bon. Donc, ça permettra à vos recettes d'avoir une saveur incroyable et en plus une histoire fantastique à raconter. Voilà. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec les premières questions à se poser avant de se lancer. Sébastien, est-ce qu'il existe tout d'abord une période idéale pour débuter son potager ou peut-on le commencer à tout moment de l'année?
Alors, il faut savoir que la principale période de semis et de plantation, c'est en gros entre mars et juin. Il y a également une deuxième période de semis et de plantation qui s'étale de août à octobre. Mais en fait, on peut réussir à trouver des choses à implanter au potager à peu près toute l'année. Donc, au vu de ces éléments, moi, je conseillerais plutôt de commencer à réfléchir à l'installation du potager en tout début d'année, janvier-février, pour pouvoir être prêt dès la période du printemps à installer les premiers légumes. Après, bon, vu qu'aujourd'hui, on est le 20 mai et que je sais que certains peuvent être certainement impatients, je dirais que le mois de mai, c'est bien aussi pour commencer, quoi. Très bien. Pour les participants qui nous écoutent et qui ont la chance d'avoir un jardin chez eux, quelle surface conseilles-tu de dédier à ce potager pour débuter? Est-ce qu'il existe un nombre de mètres carrés par nombre de personnes dans le foyer ou une surface à ne pas dépasser pour éviter d'être débordé par les tâches du jardin? Alors, c'est assez compliqué de répondre à cette question de la surface. C'est très spécifique à chacun. Il faut se demander si on souhaite seulement avoir quelques légumes de temps en temps pour agrémenter les plats, ou bien si on souhaite aller vers une autonomie complète. En plus, il faut essayer de savoir si on a une consommation de légumes importante ou pas. C'est très variable. Alors, je peux donner un repère tout de même, moi, sur l'exploitation maraîchère. La surface qui est allouée en moyenne à chaque famille, c'est environ 100 à 150 mètres carrés, voilà, pour une quasi-autonomie, on va dire. Alors, il ne faut pas prendre ce nombre à la lettre, mais ça permet de se faire une idée. Et de plus, je dirais qu'un potager peut facilement s'agrandir. Donc, moi, je conseillerais plutôt les premières années de ne pas chercher à faire trop grand, puisqu'en effet, il vaut mieux réussir un petit potager plutôt qu'échouer avec un grand. Voilà. Et enfin, le temps à y consacrer n'est pas forcément très important, suivant comment on s'y prend, mais il faut savoir quand même que les interventions doivent être régulières et qu'il ne faut pas se laisser déborder. Donc, c'est à prendre en compte. Et en ce qui concerne l'emplacement du potager dans son jardin, est-ce qu'il faut privilégier des conditions particulières? Alors, je ne sais pas, par exemple, à l'ombre, au soleil, sous un arbre, le long d'un mur. Est-ce que tu peux nous conseiller par rapport à l'emplacement à privilégier? Oui, alors, je dirais que la première règle, c'est de s'adapter avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Donc, c'est rarement l'emplacement parfait et ce n'est pas dramatique. Mais dans l'idéal, les meilleures conditions, ça va être effectivement de rechercher un endroit ensoleillé ou au moins très lumineux. Donc, on va éviter absolument de cultiver sous des arbres. Avoir une légère pente est plutôt un avantage si elle n'est pas excessive. Et surtout, on va essayer d'avoir un sol de bonne qualité et assez profond. Alors, typiquement, les murs exposés au sud sont très intéressants parce qu'ils permettent de cultiver à leurs pieds des légumes qui réclament beaucoup de chaleur, donc comme la tomate, l'aubergine ou le poivron, mais également sur la saison hivernale de cultiver en fait certains légumes comme la salade, la mâche ou des radis beaucoup plus facilement. Très bien. Donc, on pourra approfondir un peu plus tard toutes les questions sur la terre et la préparation de la terre. Une autre question pour toi, Sébastien. Existe-t-il des solutions si on ne dispose pas de jardin? Alors oui, on peut toujours cultiver en pot, dans la maison, par exemple avec des plantes aromatiques, ou alors sur un balcon pour cultiver, mais ça restera toujours plus difficile qu'en pleine terre, parce qu'il faudra surtout surveiller beaucoup plus précisément l'arrosage, et comme on le verra tout à l'heure, il sera beaucoup plus difficile de réussir à mettre en place un équilibre en fait, pour que les légumes soient en bonne santé. On peut aussi essayer de trouver un bout de terrain en demandant à ses voisins ou ses amis. Et il existe des solutions aussi, comme les jardins partagés qui se mettent en place un petit peu partout. Oui, tout à fait. Donc, en complément de tes propos, Sébastien, voici quelques informations sur le territoire de Grand Cognac. Donc, comme tu le dis, il existe des jardins familiaux composés de parcelles individuelles à la location dans plusieurs communes du territoire. Vous trouverez des exemples donc, sur la diapositive, notamment Château-Bernard, Jarnac, Cognac.
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre commune pour vous renseigner à ce sujet. Des lieux collectifs se développent également sur le territoire, véritable espace de partage de connaissances et de convivialité. Et nous vous en citons notamment un à Châteauneuf-sur-Charente, il s'agit des Lopins de Garenne. Vous pouvez également vous rapprocher d'associations locales telles que les Jardins Respectueux à Château-Bernard, qui proposent des ateliers, notamment sur le jardinage naturel, et ils proposent également des chantiers participatifs auxquels les adhérents peuvent participer. D'autres acteurs tels que Colibricole permettent de créer des bacs à légumes à partir de palettes recyclées que vous pouvez mettre dans vos cours ou dans vos jardins. Je vous invite à vous rendre sur la page internet de Calitorama à Château-Bernard, où des ateliers gratuits sont organisés pour apprendre justement à fabriquer notamment des bacs en recyclage et sur le jardinage, tout en produisant le moins de déchets possible. Alors, afin de vous donner des idées sur des aménagements possibles en l'absence de jardin, par exemple dans une cour, Rémi Marcotte, des Jardins Respectueux, l'association Les Jardins Respectueux à Château-Bernard, a été interviewé par Capucine sur le jardin en cours de réalisation dans la cour de l'Espace Jeune à Cognac. Nous allons vous montrer cette vidéo. N'hésitez pas à augmenter le son de votre ordinateur pour bien pouvoir entendre la vidéo. Comment vous avez conçu cet espace? Alors déjà, on l'a conçu avec les jeunes d'il y a 2 ans, puisqu'on a commencé le projet il y a 2 ans. Donc c'est pas une conception, c'est pas nous qui avons imaginé cet espace, on l'a imaginé avec les jeunes qui étaient présents. Et ensuite, on a utilisé en matériaux nos ressources, c'est-à-dire qu'on a récupéré des palettes, on a récupéré du bois de foudre. Donc voilà, des anciens foudres, c'est des anciens grands contenants qui contenaient le cognac. Et on a fabriqué cet espace-là, donc des bacs, voilà, des bancs pour être confortable, pour pouvoir animer des animations, pouvoir faire des animations, pardon. Et ce qu'on a planté, ben voilà, tu connais cette plante? La menthe. La menthe. Voilà. Tu peux aussi sentir celle-ci. Tu vas me dire si elle te fait penser à quelque chose. Ça ressemble un peu au Coca-Cola, non? Tu sens pas le Coca-Cola? Ah si. Ah si, un peu le Pepsi. Mais tu vois, c'est des plantes qu'on a chez nous, qu'on peut multiplier facilement en bouturage ou en division, et qui fait que on n'a pas besoin forcément d'acheter ces plantes-là. Il suffit de les partager lorsqu'on organise. Ensuite, on continue avec vous. Encore améliorer le jardin, on a le temps à passer. Et là, on va vous poser des questions, savoir vos envies, vos souhaits, et savoir ce qu'on pourrait faire ensemble donc à l'avenir dans ce jardin. On a fait des gîtes à insectes, on peut aller voir les gîtes à insectes. Voilà, toujours avec des chutes de plants, de palettes. Voilà, des miscanthus ici. Voilà, là on voit, il y a une osmie, une abeille solitaire, qui a justement pondu à l'intérieur, ramené du nectar et fermé la porte justement avec de la terre. Et ça, justement, ça va permettre à ces osmies, qui sont des très bons pollinisateurs, de pouvoir ensuite polliniser les arbres aux alentours de l'espace jeune. On a fait des nichoirs, donc là, je ne sais pas si quelqu'un, une nichoir à mésanges par exemple. On a fait une pergola. Donc la pergola, c'est un élément du jardin, voilà, qui permet de créer de l'ombrage avec une plante grimpante qui y pousse. Voilà, d'autres plantes. Et puis cet espace, encore une fois, il est amélioré. Et là, c'est à vous, les jeunes de l'espace jeune de cette année 2021, de nous faire part de vos souhaits. Et puis en avant, avec beaucoup d'énergie, on arrivera à faire des choses fantastiques. Donc, comme je vous l'ai expliqué en introduction, il s'agit d'un extrait d'interviews réalisées par les jeunes de l'espace jeune de Cognac. Et donc, la totalité du contenu sera disponible sur le site de l'espace citoyen si vous souhaitez approfondir le visionnage. Alors, une fois l'emplacement de son jardin défini, il convient de s'équiper pour pouvoir jardiner. Et là, de nouvelles questions se posent à nous. Sébastien, est-ce qu'il y a des outils qui sont indispensables pour jardiner?
Et peut-être peux-tu nous donner un ordre d'idée du budget à consacrer pour ces outils? Oui, alors les outils dont vous aurez besoin sont très dépendants de la surface que vous allez cultiver. Je dirais que pour les petites surfaces, quelques outils simples peuvent suffire. Les indispensables étant une fourche ou une grelinette, un râteau, une pelle, une binette, un arrosoir pour l'irrigation, des pots si vous souhaitez réaliser vous-même vos plants, puis enfin, je dirais un bon panier bien solide pour y mettre vos tonnes de récolte. Après, pour les surfaces plus importantes, il peut être intéressant d'acquérir du matériel motorisé, type tondeuse, broyeur. Et puis, si vous souhaitez travailler le sol, on verra un peu plus tard, il y a différentes techniques. Si vous souhaitez travailler le sol, une motobineuse ou un petit motoculteur peut être utile à acquérir ou à emprunter à des voisins. Si vous ne souhaitez pas travailler le sol, alors des bâches de récupération ou bien du paillage biodégradable sera nécessaire. Donc le budget est très variable, mais peut se réduire à quelques dizaines d'euros si l'on se contente du minimum sur une surface pas très grande. Est-ce que tu peux nous donner maintenant des conseils ou des astuces pour le choix des légumes à produire? Est-ce qu'il y en a qui sont plus simples à réussir ou peut-être particulièrement satisfaisants pour des jardiniers novices? Oui, alors il est très important la première année ou les premières années de toute façon d'avoir des résultats encourageants. Donc moi je conseille les jardiniers débutants à commencer plutôt par des légumes faciles à cultiver et ensuite il est possible de progresser et de se lancer dans la culture de légumes plus délicats mais qui sont également très gratifiants. Donc j'ai essayé de faire une petite liste de légumes en fonction de leurs difficultés. Donc pour les légumes que j'estime les plus faciles, alors je dirais qu'on a les courgettes et les courges qui assurent des récoltes abondantes avec assez peu d'efforts. La famille des blettes et des betteraves sont aussi assez simples. Les topinambours, particulièrement simples à cultiver. Les pommes de terre, les fèves, les pastèques, qui sont très intéressantes parce qu'en termes de goût, on a des choses particulièrement savoureuses si on ne les arrose pas trop. L'ail qui va être récolté au mois de mai là, sous forme de bottes d'aillé. En plus, c'est une tradition charentaise. Ça, c'est quasiment inratable. Les choux paumés sont assez simples. Et je conseillerais également les radis et les salades, qui sont des cultures peut-être un tout petit peu moins simples, mais qui sont des cultures très courtes. Donc, si on les rate, on peut facilement les ressemer. Et enfin, je dirais que les tomates et tomates cerises, qui ne sont pas forcément si simples que ça à réussir, mais qui sont tellement justement gratifiantes et intéressantes au niveau du goût qu'elles me paraissent essentielles dans un potager. Ensuite, j'ai fait donc une liste de légumes un peu moins faciles, mais qui peuvent être tentés quand même assez raisonnablement par des jardiniers assez peu expérimentés. Et donc là, on va avoir les légumes dont le semis est un petit peu plus compliqué, comme la carotte, le céleri, les épinards ou bien encore le panais, qui a une faculté de germination qui est pas exceptionnelle. J'y mettrai également les poivrons qui demandent beaucoup de chaleur, les choux-fleurs et les choux-brocolis qui sont assez délicats au niveau du stade de récolte, les concombres, toute la famille des aliacées, donc ail, qui est récolté justement en gousse, en ail, l'échalote, l'oignon, le poireau également, et ainsi que fenouil, haricots, qui nécessitent une récolte régulière, mais qui n'est pas très complexe, et les radis d'hiver. Alors d'ailleurs, un petit focus sur les radis d'hiver, un petit conseil, il existe deux variétés qui sont très rarement cultivées, en fait, qu'on commence à voir arriver, qui s'appellent donc Red Meat, en anglais, Red comme la couleur rouge, et Meat c'est M-E-A-T, et le Green Meat, et qui sont à la fois assez simples à réussir, et qui marient des couleurs très attrayantes, d'où leur nom, avec une saveur très peu piquante qui est particulièrement recherchée aujourd'hui. Voilà, ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Donc le red meat et le green meat, qui se sèment en fin d'été pour se récolter à l'automne. Et enfin, quand même, pour ceux qui recherchent à relever des défis un peu plus exigeants,
ça peut être particulièrement intéressant de cultiver des légumes plus difficiles, typiquement comme l'aubergine ou le melon, qui nécessitent beaucoup de chaleur. Mais également, je pensais aux salsifis ou à la scorsonère, qui sont relativement oubliés, mais qui permettront en fait, enfin de connaître le vrai goût des salsifis quand ils ne sortent pas d'une boîte en fer et qui sont absolument surprenants. Et je dirais qu'après, on peut trouver tout un tas de légumes assez originaux ou plus ou moins exotiques dont on peut se lancer, dans lesquels on peut se lancer au niveau de la culture. Et puis, si, une culture intéressante, mais longue et pas simple, c'est l'endive. Alors, je fais un petit point sur l'endive, qui est un peu un légume particulier. C'est assez marrant. En fait, l'endive, c'est une variété de chicorée que l'on sème en pleine terre au printemps, dont on récolte en fait uniquement la racine à l'automne. Et on doit ensuite exposer cette racine au froid, puis la forcer à pousser avec ses propres réserves qu'elle a dans la racine, et surtout dans le noir. Et c'est ce qui permettra en fait en fin d'hiver, au début de printemps, d'obtenir des chicons d'endive qui sont très peu amers si vous les faites comme ça, et particulièrement croquants. Donc c'est une culture qui est relativement longue et un peu technique, mais le résultat est super intéressant, y compris pédagogiquement, quoi. On voit vraiment comment on pousse la plante. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez aller un peu plus vite, acheter directement la racine d'endive. Bon, c'est pas facile à trouver, mais vous pouvez commander directement la racine que vous n'avez plus qu'à forcer dans une pièce noire. Et peut-être une dernière précision pour être sûr de la réussite des légumes, peu importe les légumes, y compris les légumes faciles que j'ai donnés, ne cherchez pas à les implanter trop tôt dans la saison. C'est un risque que certains jardiniers peuvent prendre en connaissance de cause s'ils sont relativement expérimentés, mais qui expose à pas mal de difficultés. Et sachez qu'en implantant une tomate, par exemple, avec un mois d'avance, en fait, votre date de première récolte, la première tomate mûre, ne sera pas forcément beaucoup avancée. On estime, c'est une règle générale, mais on estime généralement que chaque semaine gagnée sur la date de semis se traduira par seulement 1 à 3 jours de précocité sur la récolte. Voilà, donc ça ne vaut pas forcément toujours le coup. Et du coup, ça me permet aussi de préciser, je crois qu'on avait une question après sur les seins de glace. Est-ce qu'il faut absolument attendre les seins de glace avant de semer et de planter? Effectivement, alors pas nécessairement les seins de glace, c'est juste, il n'y a pas de règle vraiment fixe, c'est juste un repère mémoriel, on va dire, pour se rappeler un petit peu de quand habituellement on risque encore d'avoir des gelées. Voilà, jusqu'au sein de glace, il peut y avoir des gelées, mais c'est très progressif, ce n'est pas une barrière infranchissable. Il peut y en avoir après. Souvent, les jours ou les semaines qui précèdent les seins de glace, on n'en a pas. Donc, ça dépend un petit peu. Si on veut être vraiment sûr, c'est un repère mémoriel pour savoir à partir de quand, normalement, on n'a plus de gelée. Voilà. Très bien. Tu viens de nous donner des idées de légumes à planter, ce qui nous amène à une question. Est-ce qu'il faut acheter des graines ou des plants? Quelle est la différence et comment choisir? Oui. Alors, je vais commencer par un petit rappel. Donc, la grande majorité des plantes légumières se multiplient par graines. Il y a quelques exceptions, par exemple comme le fraisier, alors qui n'est pas un légume, mais souvent on le considère comme un légume parce qu'il se met au potager très facilement et ce n'est pas un arbre. Donc la culture est similaire. Le fraisier, en fait, ces graines, c'est les petits points jaunes que vous avez à la surface de la fraise. Et en fait, elle a totalement perdu sa capacité germinative avec ces graines. Donc en fait, le fraisier se reproduit uniquement par ce qu'on appelle multiplication végétative. Donc il forme des clones de lui-même. Et donc, il produit des tiges un peu particulières qu'on appelle stolons, et au bout desquelles va se former un mini fraisier, et qui va lui-même produire des feuilles et des racines qui vont finir par s'enraciner dans le sol. Et ce n'est qu'à ce moment, en fait, que ce cordon ombilical, en fait, qui est le stolon, va sécher et donner son autonomie entière au nouveau fraisier. Voilà, donc c'est assez marrant. Il y a d'autres façons de se reproduire. Mais alors, revenons au semis. Donc, on peut soit semer en pleine terre quand on sème, donc directement au potager, soit on peut semer dans du terreau en pot pour produire un plant qui lui-même sera ensuite, quelques semaines plus tard, implanté au potager. Alors, ces deux techniques, qu'on appelle le semis en place ou bien le plant, ont chacune des avantages et des inconvénients. Les avantages de passer par l'étape du plant,
Alors tout d'abord, en avantage, on augmente les chances de réussite de la germination puisqu'on contrôle beaucoup plus facilement l'humidité et la température lors du semis. Le plan permet également une meilleure résistance aux ravageurs et aux maladies car la plante sera déjà développée lorsqu'on va la mettre au potager. C'est aussi moins de travail de désherbage après la plantation et éventuellement on peut avoir un gain de précocité au niveau de la récolte. Voilà. Cependant, le plan a aussi donc des inconvénients puisqu'il nécessitera d'être particulièrement attentif à l'arrosage lors de la reprise, donc les premiers jours suivant la plantation au potager. Bien sûr, c'est également un peu plus de travail puisqu'il faut produire le plan avant. Et si vous souhaitez acheter vos plants déjà faits, alors ça nécessitera une dépense un peu plus importante que d'acheter les graines. Après, suivant les légumes, il y a des règles quand même à respecter sur certains. Donc là encore, je vous fais une petite liste rapide des légumes. Alors la première catégorie, en fait, c'est les légumes qui seront semés directement au potager parce que le passage par l'étape du plan est soit impossible, soit elle apporte absolument rien. Donc il s'agit des légumes à grosses graines qui sont particulièrement faciles dans leur germination, comme les fèves ou les haricots. Les légumes dont on va consommer la racine et où la réalisation du plan en fait risquerait de produire des racines de mauvaise qualité ou fourchues. Donc typiquement la carotte, le panais ou les salsifis, les radis aussi. Puisqu'en fait, il serait bien trop long de faire un plan en fait, pour chaque radis, bien sûr. Ensuite, il y a une autre catégorie où il est conseillé de réaliser des plans systématiquement. Alors, ça va être tous les légumes qui ont besoin de conditions un peu particulières pour leur germination, comme le melon et la tomate, typiquement, le poivron, qui ont besoin de chaleur, mais également les céleris, qui sont particulièrement difficiles dans leur germination, les poireaux, les aubergines qui demandent de la chaleur également, les concombres aussi, ou les melons. Voilà. Et également, les choux sont habituellement toujours plantés, et puis enfin les fraises, comme on l'a vu, bien sûr. Et puis, la troisième catégorie, ce sera celle où chacun, finalement, pourra, en fonction de ses préférences, choisir ou non de semer ou de planter. Alors, on va dire que la courgette, la courge, le navet, blettes et betteraves, la salade, la pastèque, l'épinard ou le fenouil. Voilà, ça peut être à chacun de choisir. Alors, par exemple, si vous avez particulièrement des problèmes de limaces sur salade dans vos potagers, je vous conseille de les planter puisque la salade sera déjà plus développée, donc moins appétante pour la limace quand vous allez mettre au potager. Petite particularité pour les aliacées, donc ail et échalotes, mais également pour les pommes de terre et les topinambours, qui sont des légumes qui se plantent directement en terre, mais c'est pas la graine en fait qu'on met directement en terre, c'est une partie végétative de la plante, donc le bulbe pour les aliacées et le tubercule pour les pommes de terre ou les topinambours. Et peut-être enfin j'avais prévu de faire un petit focus sur une question qui revient souvent. Vous verrez certainement lors du choix des variétés de légumes le terme hybride ou hybride F1, voire de temps en temps hybride F2. Alors, je ne veux pas expliquer précisément ce que c'est, ce serait un petit peu long, mais ça signifie en fait que la variété a été obtenue par le semencier par des croisements un peu particuliers qui ne sont pas stables à long terme, alors qui permettent normalement une meilleure production ou de répondre à certaines problématiques, mais les graines sont alors toutes des clones, en fait, ont peu de diversité, et l'autre inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas vous servir de vos propres graines, en fait, que vous aurez récoltées sur vos légumes, pour les ressemer. Voilà. Et à l'opposé, on a les variétés qui sont dites anciennes ou variétés population, qui sont beaucoup moins homogènes, qui sont dans leur caractère, mais qui sont, d'après moi, plus adaptées pour les jardiniers amateurs et qui vont avoir souvent des goûts et des saveurs beaucoup plus recherchés. Très bien. Alors, en complément de ces informations, nous voulions vous donner des astuces pour trouver des graines et des plants sur le territoire. Donc, il existe plusieurs lieux en dehors des jardineries, bien sûr, et des producteurs de plants. Des trocs sont notamment organisés par l'association Les Jardiniers Charentais, par Élan ou par l'association Les Jardins de Saint-Fiacre.
Vous retrouverez les actualités de ces événements dans l'agenda des sorties de Grand Cognac, qui est en ligne sur le site internet de Grand Cognac. Mais vous pouvez également retrouver des banques de graines, notamment au Jardin Respectueux à Château-Bernard, dans des espaces publics et même parfois dans certaines médiathèques du territoire, comme à Château-Bernard, ou encore dans les locaux d'Élan à Châteauneuf. Là encore, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre commune. Et puis, pour vous guider sur la saisonnalité des semis et des plantations, les Jardins Respectueux proposent en ligne sur leur site un calendrier des herbes et légumes du potager. C'est un outil qui peut être particulièrement intéressant et nous vous remettrons le lien sur le site internet de l'espace citoyen vers ce calendrier des semis et plantations. Sébastien, on entend beaucoup de choses sur ce qu'il faut faire pour cultiver les légumes, travailler son sol, pailler, mettre du compost ou de l'engrais, jardiner avec la lune, comme tu l'as dit tout à l'heure, attendre les seins de glace pour planter ou changer les plants de place d'une année à l'autre. Est-ce que tu peux peut-être nous résumer les actions qui sont vraiment importantes à effectuer pour un débutant avant de planter ? Oui, effectivement, Maud, tu as raison. Le jardinier amateur, il peut s'y perdre un peu dans toutes les recommandations qui sont fort nombreuses. Alors, moi, j'ai une approche. Je vais essayer de vous donner les actions à mener au potager en précisant à quel point elles sont indispensables ou non. Le but étant de s'attacher à absolument apporter les soins qui sont indispensables sous risque de n'avoir tout simplement aucune récolte. Et on verra aussi les actions qui sont moins indispensables, mais qui peuvent être intéressantes à réaliser à condition d'avoir bien respecté, là encore, les actions prioritaires. Alors, en action prioritaire, moi je dirais que la plante, elle a avant tout besoin de 4 choses assez simples. Premièrement, de substrat et de nourriture. Donc ça, c'est la terre de votre potager que vous allez nourrir avec différents éléments qui peuvent être du fumier, du compost, des matières organiques en règle générale, voire des engrais verts ou du BRF, mais dont on reparlera un petit peu après sur une autre question. Ensuite, la plante elle a besoin de soleil pour effectuer sa photosynthèse et grandir. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, la nature va tout faire pour vous, si ce n'est dans le choix de l'emplacement dont on a parlé. Troisièmement, la plante a besoin impérativement d'eau. Et donc, l'arrosage doit être fait avec beaucoup d'attention pour que la terre soit toujours ni trop sèche ni trop humide. Alors, c'est la grande question. Pour savoir s'il faut arroser ou non, le plus simple, c'est de gratter un peu la terre. Et la surface du sol, quelques centimètres sous le sol, doit toujours être un peu humide. Voilà. Alors, il est difficile de donner une fréquence d'arrosage parce que ça dépend très fortement de votre sol, de la météo et des légumes. Mais sachez que, par exemple, un plant de tomates, ce que je conseille, moi, aux clients que j'ai sur les tomates, par exemple, ça va être de l'arroser une fois copieusement à la plantation, toujours, généralement, on arrose bien à la plantation. Et ensuite, on va arroser, mais pas plus d'une fois par semaine, mais faire un bon arrosage on va dire d'au moins 5 litres d'eau à chaque arrosage en période chaude. Ce qui permettra aussi aux plants de tomates, par exemple, de s'enraciner profondément dans le sol, puisqu'il a une racine pivotante, et d'aller chercher petit à petit l'eau profondément. Donc, vous aurez besoin d'arroser pas trop souvent, alors que si vous arrosiez tous les jours, en fait, le plant s'habituerait à trouver son eau en surface, ne ferait que des petites racines en surface, et dès que vous n'êtes pas là pendant une semaine, et bien, effectivement, il va flétrir parce qu'il va avoir du mal. Donc, ça, c'est assez important. Enfin, au niveau de la quatrième besoin essentiel des plantes, c'est le CO2 qu'il ne faut pas oublier. Le CO2 de l'air, elles en ont besoin pour pousser. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous rassurer, à ce niveau-là, il n'y a rien à faire, puisque l'humanité dégage largement ce qu'il faut, malheureusement. Et d'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, certains agriculteurs industriels ont même réussi à croire bon en fait, de finir par brûler du gaz dans des serres pour augmenter la quantité de CO2 artificiellement dans la serre et ainsi augmenter la récolte. Alors, bien sûr, ce CO2 se retrouve dans l'atmosphère, il participe un peu plus au changement climatique, donc ce n'est pas forcément très malin, on n'en est pas là. Mais voilà, donc pas de problème pour le CO2, il est à disposition. En plus de ces besoins primordiaux, vous devrez aussi vous assurer de la bonne santé de la plante.
Donc là, en réussissant à contrôler les maladies et les ravageurs, les champignons, etc. Alors donc, on verra ce point un petit peu plus tard. Et une dernière chose assez essentielle, très essentielle, est la maîtrise de l'enherbement pour réussir à éviter la concurrence entre les plantes du potager et puis les plantes sauvages, hein, qui ne sont pas forcément des mauvaises herbes, mais en tout cas, ce n'est pas celles qu'on veut au potager. Donc, il y a deux méthodes qui peuvent être utilisées pour cette maîtrise de l'enherbement, qui sont le travail du sol et le binage, ou bien le paillage. Donc, dans les deux cas, il restera toujours un petit peu de désherbage manuel à faire, mais qui peut être très limité. Et pour ceux donc, qui réussissent à gérer l'ensemble de ces actions prioritaires que nous venons de voir, ils pourront essayer d'améliorer certaines conditions de la plante, pour améliorer un petit peu plus les cultures. Donc, par exemple, en augmentant la chaleur, en faisant pousser par exemple leurs légumes sous des petites serres, des tunnels ou des châssis. Voilà. Ils pourront également chercher à maximiser la pollinisation des plantes en mettant des ruches ou en implantant des bandes fleuries pour attirer les pollinisateurs. Ils pourront également favoriser le drainage du sol s'ils sont en terrain un peu trop humide ou argileux grâce à la réalisation de buttes sur les terrains humides. La gestion également de la fertilité du sol grâce à des engrais verts peut être une action extrêmement intéressante pour s'affranchir un peu des besoins extérieurs et être plus autonome. Et enfin, réfléchir aux associations entre légumes et à la rotation des cultures sont des choses qui peuvent être faites. Mais tout ça, ce n'est pas indispensable. Voilà, on a vraiment les 4 premières choses indispensables. Et ensuite, toutes celles-ci qui, quand on réussit à faire les choses indispensables, on peut s'attaquer à tout ça, ça devient intéressant et on peut maximiser un peu plus les récoltes et la réussite. Et puis, pour finir, je dirais que vous trouverez un certain nombre de recommandations plus ou moins efficaces qui n'ont pas de preuves scientifiques de leur intérêt. Alors, là, moi, je ne juge absolument pas. Donc, chacun est libre de les appliquer. Certains, y compris des professionnels, le font. Donc, chacun les applique ou non. Mais moi, je dirais qu'au vu du travail déjà complexe qui vous attend pour respecter les besoins principaux de la plante, moi, je vous conseille plutôt de ne pas vous disperser. Donc, parmi les actions que je ne pense pas essentielles réellement, on a effectivement des choses comme jardiner avec la lune, qui ne montrent pas d'efficacité particulière quand les tests sont bien faits, pas plus que de parler aux plantes ou des choses comme ça. Voilà. Très bien, Sébastien. Peut-être que c'est le moment de te poser une question d'un de nos participants qui nous demande si l'engrais est vraiment nécessaire pour que les plantes poussent correctement. Oui, eh bien, alors l'engrais, en fait, ce qu'il faut, il va falloir effectivement nourrir son sol, entretenir la fertilité du sol. Donc, dans les engrais, on différencie deux choses. On a donc, typiquement les engrais qui vont nourrir la plante, qui sont souvent plutôt des engrais à base de chimie, et dont on va faire et qui vont être réellement, en fait, tout simplement des molécules chimiques qui sont là pour aller nourrir la plante directement. Ça, ce n'est pas ce qu'on utilise en agriculture biologique, par exemple, et ce n'est pas ce que je vous conseillerais. La deuxième catégorie, ça va être plutôt ce qu'on appelle des amendements organiques ou autres, qui vont être des choses qui vont améliorer, nourrir le sol, qui lui-même ensuite pourra nourrir la plante. Donc voilà, ça dépend un petit peu de ce qu'on appelle engrais. Et sur tous ces amendements organiques, eh ben, j'en reparlerai un petit peu, donc éventuellement la suite de la réponse tout à l'heure. Oui, ben, est-ce que je te propose d'aborder le sujet avec la question du bénéfice du compost. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et nous dire comment s'en servir? Oui, alors donc, ce qu'on a vu donc, dans la nature, la plante elle a besoin de substrat et de nourriture. Bon, dans la nature, en fait, la nourriture, elle fait partie d'un cycle. Donc les déchets deviennent des ressources, les ressources des déchets, et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. Par contre, dans un potager, le jardinier, en fait, il va extraire de la matière par ses récoltes. Donc, il doit, en théorie, remettre en fait, de la matière pour entretenir la fertilité du sol. Donc, il doit réapporter l'équivalent en matière organique, donc, ou en engrais chimiques, comme je disais, mais dont on ne parlera pas ce soir, vu leur faible intérêt écologique. Donc, il peut le faire de plusieurs façons, soit en apportant du fumier, fumier d'élevage, fumier de volaille, etc. Soit en épandant dans le potager de la matière organique, typiquement copeaux de bois, de la tonte, du BRF. Soit, donc ça, ces matières-là, on peut les épandre directement au potager. Elles vont se dégrader et nourrir le sol. Si on ne souhaite pas les mettre directement dans le potager, ou pour plusieurs raisons, on peut
les composter, donc les transformer en compost, et ensuite apporter le compost au potager. Et puis, je dirais qu'une des dernières solutions principales, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des engrais verts. Et du coup, je voulais faire un petit focus sur les engrais verts qui sont quelque chose de très intéressant. En fait, les engrais verts, qui sont assez peu connus du grand public ou des jardiniers amateurs, sont en fait des plantes qu'on va cultiver, mais non pas pour les récolter, mais pour leur capacité à aider le jardinier. Le jardinier étant feignant, il aime bien quand les vers de terre et les plantes font le travail à sa place. Donc certains engrais verts, comme les radis chinois, par exemple, sont utilisés pour leurs racines pivotantes, donc qui plongent profondément dans le sol et qui créent ainsi un réseau de galeries qui va permettre à l'eau et à l'air de circuler plus profondément, d'aérer, etc. Mais surtout, alors, les engrais verts peuvent avoir plein d'utilités, mais surtout, donc, celle qu'on va retenir le plus souvent, c'est donc l'utilisation de céréales, type comme le sorgho, l'orge, etc., pour leur forte capacité à restituer du carbone. C'est-à-dire qu'ils font de la paille, et dans la paille, il y a beaucoup de carbone, comme dans toutes les matières sèches, on va dire, et le bois. Et donc le carbone qui est un des éléments vraiment indispensables pour la vie du sol. Et puis, l'autre type d'engrais vert qu'on va souvent associer à ces céréales, c'est les légumineuses. Les légumineuses qui sont donc une famille, donc, qui ne sont pas la famille des légumes, qui sont une famille un peu à part dans laquelle on va avoir les fèves, les pois, enfin, tout un tas de légumes comme ça. Et les légumineuses, la vesse également est souvent utilisée. Les légumineuses, c'est les seules plantes, c'est la seule famille de plantes qui est capable de puiser l'azote dont elle a besoin, non pas dans le sol, mais dans l'air. Donc en fait, alors que les autres plantes, elles prennent l'azote uniquement dans le sol. Et donc l'azote de l'air qui est ainsi capturé par les légumineuses pendant leur croissance sera restitué au sol quand la légumineuse sera digérée par la vie du sol, et ça permettra ainsi d'enrichir le sol dans cet élément indispensable pour la croissance des plantes. Donc les engrais verts permettent de mettre de l'azote et du carbone dans le sol, donc ils sont très intéressants. Et puis, alors, pour revenir au compost, comment faire un compost? Alors, je dirais que les règles principales, on peut dire beaucoup de choses, là encore, les règles principales sont d'essayer d'équilibrer les apports carbonés et les apports azotés dans le compost. Donc, comme on l'a vu un petit peu, il faut apporter à la fois des matériaux verts, comme des tontes de pelouse ou des épluchures de légumes, qui sont des matériaux particulièrement azotés, ou éventuellement par exemple de la fiente de volaille si vous avez des poules, aussi très très azotées. Et puis il faut également amener des matériaux secs ou des copeaux de bois qui vont comporter beaucoup plus de carbone. Voilà. Ensuite, il faut également veiller à ce que le compost reste en permanence humide mais sans être détrempé. Et enfin, le résultat sera quand même beaucoup plus rapide en broyant en fait les éléments qu'on met et en mélangeant ces éléments qu'on apporte au compost. Voilà. Alors, donc, cependant, quand même, si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de surveiller votre compost, sachez qu'un simple tas de tous vos déchets organiques finira par se décomposer et peut-être apporté ensuite au jardin, même si on ne fait pas grand-chose avec. Moi, je dirais que la règle essentielle, c'est surtout de ne jamais jeter ces déchets organiques, donc les choses qui peuvent se décomposer, dans la poubelle tout venant, parce que c'est une perte de ressources qui est incroyable. Donc au pire, on les met dans un coin et ensuite on les met au potager, voire même on peut les étaler directement au sol. En complément, on a une question d'un participant qui nous demande si tu recommandes d'apporter le compost au moment de la plantation ou tout au long de la saison, tout au long de l'année. Alors le compost va pouvoir s'apporter dans l'idéal, on va dire, le compost étant quelque chose de déjà bien décomposé, il ne va pas avoir beaucoup d'éléments assimilables par la plante rapidement. C'est un amendement de fond. Donc on va pouvoir l'apporter un peu n'importe quand. Et l'idéal étant même de l'apporter, moi je dirais, soit à l'automne, soit au printemps, mais tôt dans le printemps, pour qu'en fait la vie du sol, les bactéries, les microbes, etc., ait le temps de commencer sa décomposition, parce qu'en fait, c'est pas la plante qui va manger directement le compost, c'est la vie du sol. Donc, quand je dis vie du sol, bactéries, champignons, beaucoup les champignons, les microbes, etc., qui vont manger le compost pour ensuite le restituer au fur et à mesure, enfin restituer des éléments directement assimilables par la plante à la plante. Donc, il vaut mieux le mettre en amont, avant la plantation. Alors, pour compléter tes propos, on souhaitait vous donner une information
très intéressante qui concerne le territoire. Donc, sachez que Grand Cognac distribue des composteurs aux habitants dans le but de limiter les biodéchets qui seront, je le rappelle, interdits dans les poubelles noires à partir du 1er janvier 2024. Donc, pour vous équiper, il suffit de contacter le service prévention des déchets de Grand Cognac. Vous retrouverez les coordonnées sur la diapositive. Et donc, les composteurs en plastique recyclé de 400 litres et leurs bio-seaux sont gratuits. Il existe d'autres formats et d'autres matières. Le service prévention des déchets pourra vous donner toutes ces informations. Sinon, sur le site de Qualitum, le site internet de Qualitum, vous retrouverez des dates de sessions gratuites de distribution de compost pour les particuliers, notamment depuis le site de Sainte-Sévère. Et nous vous informons également que l'association Les Jardiniers Charentais propose également des opérations de broyage de végétaux à domicile, moyennant une adhésion à l'association. Nous allons maintenant évoquer le sujet des pratiques culturales. Donc, oui. Celles-ci sont en… Oui. Si je peux me permettre, j'avais juste une question sur le compost. Si j'ai pas de jardin et que j'ai pas envie que mes déchets aillent n'importe où, je peux faire comment? Est-ce que le concept de compost partagé va être déployé ou pas? Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si Martin Delarbre est présent et s'il souhaite prendre la parole pour compléter cette question-là, puisqu'il fait partie du service prévention des déchets. Est-ce que Martin, tu es présent? Il faudrait rallumer le micro si tu es là. Mais tu n'es peut-être pas là. Donc, effectivement, c'est un sujet sur lequel les services travaillent, puisque, comme je vous l'ai dit, les biodéchets ne seront plus permis dans les sacs noirs prochainement. Donc, c'est une des pistes qui est travaillée, notamment au pied d'immeubles, pour pouvoir partager cet outil fortement intéressant. Quand j'aurai plus d'informations, je pourrai vous les transmettre. Merci. Et donc, je passe à la diapo suivante, c'est ça? Parfait. Donc, on va parler pratiques culturales. Donc, comme je le disais, elles sont en constante évolution. On entend de plus en plus parler de termes tels que la permaculture, l'agroécologie, l'agroforesterie, le compagnonnage. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ces termes et nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors effectivement, permaculture, agroécologie, agriculture bio, maraîchage sur sol vivant, agroforesterie, donc ça prendrait beaucoup trop longtemps d'expliquer chaque terme. Alors, l'important, c'est que tout ça, ce sont tous des systèmes en fait, qui cherchent la durabilité et qui apportent beaucoup de choses et qui ont beaucoup d'outils intéressants pour le jardinier quand ils sont bien compris, ces systèmes. Moi, je dirais que le plus important pour moi, c'est de s'attacher aux pratiques qu'on met en œuvre et surtout à la compréhension de leurs conséquences. Donc, il faut le travail le plus important du jardinier, ça va être d'observer et de réfléchir plutôt que d'appliquer en fait des recettes toutes faites qu'il aurait lues ici ou là ou qu'il aurait entendues. Donc, tous les éléments en fait que j'ai développés ce soir, finalement, ça fera devenir au fil des années les jardiniers deviendront justement cette espèce de, je ne sais pas comment l'appeler, de jardiniers maraîchers sur sol vivant, agroforestiers, agroécologues, permaculteurs, responsables et respectueux. Donc, autrement dit, vous aurez des pratiques responsables et durables, et peu importe le terme générique qu'on mettra derrière. Voilà. Après, s'il y en a qui veulent des informations plus précises sur chacun de ces termes, je pourrais les développer après, et il peut y avoir des livres assez intéressants là-dessus. Souvent, faites attention à aller un peu aux sources. Parfois, notamment sur Internet, on trouve des dérives de ces propres choses. Je vais donner peut-être juste un exemple que je n'avais pas noté, mais qui est intéressant en une minute. Par exemple, en permaculture, on entend très souvent le fait que la permaculture, c'est la réalisation de buttes avec du bois, avec des bûches de bois enfouies dans les buttes. D'abord, ça c'est faux, et en plus c'est une très mauvaise idée.
Alors, parfois, pour essayer de savoir si c'est une bonne idée ou pas, essayer de voir si la nature fait comme ça. La nature, elle n'enfouit pas le bois. La nature, quand le bois tombe, il se dégrade au sol parce qu'en fait, il a besoin d'air pour que les microbes et les champignons le dégradent. Donc, il ne faut pas enfouir du bois dans des buttes. En fait, au pire, vous allez vous fatiguer pour rien. Enfin, au mieux, vous allez vous fatiguer pour rien, je dirais. Et au pire, vous risquez des problèmes sur vos cultures. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et que d'ailleurs, en fait, les textes originaux de la permaculture et de ceux qui connaissent bien la permaculture ne mentionnent pas le fait d'enterrer du bois dans les buttes. Et là encore, les buttes, on les fait si on a un terrain, par exemple, trop humide, ou si on recherche certaines choses. Si vous êtes dans un terrain très sableux, très sec, si vous faites des buttes, d'accord, mais cultivez pas sur les buttes, cultivez dans les sillons. Voilà. Donc, il faut réfléchir et comprendre les conséquences de ce qu'on fait. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour limiter l'usage en eau? Oui. Alors, pour l'eau, Là, oui. on a notamment une question d'un participant qui nous demande si les copeaux de bois sont utiles pour garder l'humidité de la terre ou si tu as de meilleurs conseils. Oui, alors effectivement, pour l'eau, il y a deux choses pour limiter l'utilisation de l'eau. Couvrir le sol pour éviter l'évaporation directe par le soleil. Donc couvrir le sol, ça peut se faire avec n'importe quoi. À partir du moment où vous couvrez le sol, c'est bien. Après, il y a certains matériaux qui vont retenir plus l'eau que d'autres. Donc plus le matériau est poreux et plus il va retenir. Donc certains couvrent le sol avec de la bâche, biodégradable ou pas. C'est une solution. Effectivement, une bonne épaisseur de copeaux ou de BRF ou de tonte va être une très bonne solution. Après, on peut même trouver des matériaux justement un peu poreux qui va retenir l'eau encore plus, type pouzzolane, billes d'argile poreuse, mais bon, qui sont souvent plus réservés aux jardins ornementaux, là où on ne doit pas régulièrement planter des choses, etc., qu'au potager. Donc au potager, typiquement, les déchets organiques, qui en plus vont nourrir le sol après, sont très bien. Paille, copeaux, etc. Peut-être juste une petite attention particulière si vous utilisez du foin, c'est que dans le foin, il y a des graines, donc des graines d'herbe que vous ne voulez pas forcément. Donc ça, voilà, c'est un peu plus problématique, il faut être vigilant là-dessus. La deuxième chose pour limiter son usage de l'eau, ça va être d'augmenter la matière organique. Donc là aussi, vous allez voir, la nature est bien faite, quelque part, tout fonctionne ensemble, en apportant justement cette matière organique, comme on le disait au départ, donc fumier, compost, etc. Vous allez augmenter le taux de matière organique du sol. Le taux de matière organique, c'est ce qu'on appelle aussi grâce au complexe argilo-humique, qui est les particules d'argile qui se lient à l'humus, donc la matière organique, et qui va être capable de retenir beaucoup d'eau. Donc plus vous allez augmenter la matière organique dans votre sol, et plus votre sol va retenir d'eau, et donc moins vous aurez besoin d'arroser fréquemment. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis enfin, en dernier, je dirais que ce qu'il faut surtout, parce que de l'eau, on n'en manque pas tant que ça sous nos latitudes, si on y prend garde, ce qui serait bien, c'est de ne pas utiliser de l'eau potable en fait, pour arroser au potager, si on peut, parce que là, pour le coup, c'est un petit peu dommage comme ressource. Est-ce que tu aurais des conseils ou astuces pour chasser les nuisibles sans utiliser de produits chimiques? On pense notamment aux limaces, aux escargots, aux différentes maladies. Tu nous as donné quelques astuces tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en donner d'autres? Oui, alors c'est vrai que la maîtrise des conditions sanitaires de la plante, qui est une des actions majeures dont on a parlé tout à l'heure, sa réussite en fait est essentiellement liée à l'obtention d'un équilibre naturel et dynamique dans le jardin. Donc, cet équilibre de l'écosystème, en fait, les écologues l'ont déjà bien montré, il est bien plus facile à trouver et à conserver quand le nombre d'interactions dans l'écosystème est élevé, et donc quand le nombre d'espèces, de variétés, etc. est élevé. Cela veut dire que pour maîtriser les ravageurs et les maladies au potager, le plus important, c'est de chercher à avoir une biodiversité la plus vaste et la plus fournie possible. Et pour cela, en fait, le jardinier, il n'a pas grand-chose à faire. Il ne doit pas chercher à tout maîtriser. Il suffit de laisser de l'habitat, de la nourriture aux insectes, aux animaux, des habitats aux plantes. Donc, il suffit de laisser un tas de pierres dans un coin du jardin, des branches en décomposition, de laisser de temps en temps des branches mortes sur les arbres, de laisser pousser des haies, quelques ronces, etc.
Alors, le problème, c'est que, en fait, pour que cette espèce de bazar dans le jardin qui va favoriser la biodiversité nous soit acceptable à nous humains, plutôt que de le supprimer complètement et d'avoir des problèmes ensuite de pression de ravageurs, moi, je conseille de le structurer un peu. Là, c'est le paysagiste qui parle, c'est assez simple. Donc là, le tas de pierres qu'on doit laisser dans le fond du jardin, eh ben, il devient un muret en pierre sèche qui va agrémenter esthétiquement le jardin. Et puis la vieille souche, en fait, eh ben, elle va devenir une sculpture temporaire dans le potager, et puis on va la laisser se dégrader par les insectes petit à petit, etc. etc. Et enfin, donc, il ne faut pas chercher à éradiquer un ravageur, car l'éradication, en fait, en règle générale, dans la nature, c'est fondamentalement antonyme de l'équilibre. Donc, cependant, donc, quand ça s'avère nécessaire, toutefois, il est possible d'utiliser en complément de cet équilibre naturel la lutte mécanique contre certains ravageurs qui fonctionnent bien sans avoir d'impact fort. Donc, soit tout simplement en les ramassant. Alors, ça marche très bien, par exemple, avec les limaces, les chenilles, les doryphores également, d'autant plus pour les petites surfaces que sont celles des jardiniers amateurs. Il suffit juste de passer fréquemment, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut savoir que même nous, en tant que maraîchers, pour lutter contre les doryphores, on n'a pas voulu utiliser de produits, on a fait du ramassage. Si on passe régulièrement, il n'y a pas grand-chose à faire. D'ailleurs, un petit focus au niveau des limaces et des escargots. Alors souvent, on parle des escargots. Les escargots, c'est pas méchant, en fait. On en fait un truc. Les escargots sont très peu voraces. En fait, ce qui cause réellement des dégâts au potager, c'est les limaces. Donc, si vous avez des escargots, ne vous inquiétez pas. En plus, ça peut se manger, c'est très bon. Donc, voilà, c'est plus les limaces qui posent des problèmes dans les gastéropodes. Et puis, l'autre façon de lutter mécaniquement, en fait, contre les ravageurs, c'est pas mal utilisé, notamment en agriculture biologique, ça va être les filets qu'on appelle anti-insectes, qui sont des filets, en fait, mais à maille très fine, et qui se posent sur les cultures pour que les insectes phytophages, en fait, ne puissent pas passer. Voilà. Enfin, bon, parfois il peut être nécessaire, selon les volontés de chacun, d'utiliser des produits phytosanitaires. Donc là, il faut savoir que de toute façon, maintenant, les seuls disponibles pour les jardiniers amateurs, et c'est tant mieux d'après moi, les seuls disponibles en magasin sont ceux qui sont utilisables en agriculture biologique, donc peu préoccupants pour l'environnement. Cependant, moi, je vous conseille de les utiliser vraiment en dernier recours. Pour exemple, sachez que nous, sur l'exploitation, l'année dernière, le seul produit qu'on ait utilisé, il n'y en avait qu'un seul, c'était un produit qui s'appelle le Ferramol, qui est à base de concentré de phosphate de fer, donc qui est très peu dangereux en fait pour l'environnement. Voilà, c'est juste du phosphate de fer, donc une molécule sans danger, mais qui est mortelle pour les limaces et les escargots. Cependant, le seul endroit où on en a mis, c'était dans notre serre à plant, ainsi que sur une plantation de salade qu'on avait fait en conditions particulièrement risquées pour le risque des limaces. C'est la seule chose qu'on a utilisée nous-mêmes sur une exploitation complète l'année dernière, donc a priori, voilà, c'est vraiment, on peut s'en passer. Voilà. On entend parfois l'importance de l'association des plantes pour protéger notamment de certains insectes. Est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Est-ce que des plantes peuvent jouer ce rôle-là de répulsif par rapport aux autres légumes? Oui, alors l'association des plantes comme la rotation est une technique intéressante qui pour moi n'est pas prioritaire. C'est-à-dire que je vois parfois trop de jardiniers amateurs qui se cassent la tête vraiment, véritablement, pour essayer d'associer les plantes ou de les faire tourner sur les parcelles, etc. Au détriment parfois de réussir à planter dans de bonnes conditions, dans une terre pas trop humide ou au bon moment, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'indispensable. Après, cela dit, ça peut être utilisé. Nous, on l'utilise dans certains cas, alors notamment l'association des plantes, mais souvent plus pour des questions de place que pour des questions de plantes qui s'aiment bien les unes les autres. Ça peut avoir des efficacités, mais qui sont somme toute assez faibles et pas forcément toutes démontrées, qui sont en train d'être étudiées, mais dont on ne connaît encore pas beaucoup de choses. Pour exemple, en fait, je suis également, j'ai plusieurs casquettes, je suis également trésorier d'une association d'expérimentation régionale donc qui fait de l'expérimentation recherche sur les légumes. Et on avait fait une revue de
des recherches scientifiques qui avaient été faites sur les associations, sur tout ce qui était dit dans les livres et dans les expérimentations. Et en fait, il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Parfois, un légume, comme le poireau et la fraise, sortait comme une association particulièrement intéressante et parfois comme une association à ne surtout pas faire. Donc, ce qui montre qu'il y a certainement des choses là-dessus, mais pour l'instant, on ne sait pas bien. Peut-être les choses les plus intéressantes au niveau de ces associations pour repousser les choses, ça va être ce qui a l'air de fonctionner quand même le mieux. Ça va être d'associer des plantes à odeur forte avec d'autres plantes qui ont des risques de ravageurs, typiquement de mettre des aliacées comme de l'ail par exemple au pied de certaines plantes qui, voilà, ça pourrait servir. Une association quand même que je trouve intéressante, moi, sinon, alors plus qu'une association, c'est en règle générale dans votre potager d'éviter d'avoir une grande parcelle de choux, une grande parcelle de tomates, etc., mais de mélanger tous ces légumes. De toute façon, plus vous allez les mélanger et plus vous allez augmenter cette espèce de diversité et plus il sera difficile pour un ravageur de passer d'un plant à l'autre parce qu'entre les deux, il aura d'autres plants qui ne sont pas appétants pour lui. Donc ça, c'est intéressant. Très bien. Donc, la biodiversité est une richesse. Tu viens de nous l'expliquer. Et de nombreuses associations du territoire œuvrent pour sa protection. Nous pouvons citer la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, Charente Nature ou encore Pérennis. Cette dernière association, Pérennis, encourage les citoyens à leur envoyer une photo d'une plante ou d'un insecte inconnu afin de l'identifier et de comprendre son rôle. Ces associations organisent également des manifestations, des expériences, des ateliers et nous vous invitons à vous rapprocher d'elles sur leur site internet pour plus d'informations. En complément, Pérennis nous conseille 3 applications pour smartphone pour identifier la faune et la flore. Donc, vous retrouvez les noms sur la diapositive. Il s'agit de PlanteNet pour identifier une plante à partir d'une photo, Seek pour identifier un animal et BirdNet qui permet d'identifier un oiseau à partir de l'enregistrement de son chant. On vous propose également et on vous incite à participer à des programmes de sciences participatives et à des comptages d'espèces qui sont accessibles à tous, notamment sur le site du Muséum d'histoire naturelle de Paris. C'est une expérience qui peut être particulièrement enrichissante pour les petits et pour les grands. Cette conférence est l'occasion pour nous de vous rappeler que le territoire regorge de produits locaux de qualité grâce au travail des producteurs que vous retrouverez en vente directe sur les marchés ou dans les magasins de producteurs. Il existe également des plateformes locales qui permettent de les identifier sur Internet. Donc, on pense notamment à Pensée Locale 16, à la plateforme Nouvelle-Aquitaine et même des sites marchands tels que La Ruche qui dit oui ou Bonjour le Bon. Vous retrouverez également les producteurs locaux sur les 14 marchés de plein vent ou Soual du territoire. Pour retrouver les dates, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Grand Cognac, sur l'agenda des sorties, où ils sont répertoriés. Nous vous incitons aussi à vous rendre sur les marchés de producteurs de pays qui sont organisés par la Chambre d'agriculture. Donc, vous retrouverez les dates des marchés de producteurs de pays sur le site internet Pensée Locale 16. Ces derniers ont lieu sur tout le département. Ils viennent juste de débuter. Pour vous donner quelques dates, donc, un marché aura lieu le 2 juillet à Saint-Simeux, le 7 juillet à Yersac, le 9 juillet à Louzac-Saint-André, le 21 juillet à Lignières-Sonneville, le 28 juillet à Janté et le 20 août à Châteauneuf-sur-Charente. Une autre petite astuce que nous avons trouvée particulièrement intéressante à vous partager, nous vous invitons à éviter le gaspillage alimentaire en mettant vos surplus de jardin, donc fruits et légumes, sur le site du potager d'à côté. Donc, cette plateforme, le potager d'à côté, a été créée en Charente et elle permet aux jardiniers de proposer leur surplus de jardin donc au don ou à la vente, avec la possibilité de reverser vos gains à une association locale. Donc, on y voit une formidable occasion d'éviter le gaspillage, de créer du lien et puis aussi de permettre à un maximum de personnes d'accéder à des produits locaux qui peuvent parfois être un petit peu plus chers dans le commerce.
Et enfin, pour trouver l'inspiration, nous vous communiquons l'événement Rendez-vous au Jardin, qui est organisé du 4 au 6 juin 2021 sur le territoire national et donc sur le territoire de Grand Cognac également. Vous retrouvez la liste des jardins qui sont ouverts sur le site internet de l'événement Rendez-vous au Jardin. Nous vous remettrons également le lien de la liste des jardins ouverts sur le territoire sur le site de l'espace citoyen. Et puis, n'oubliez pas que les producteurs du territoire ouvrent aussi leurs portes tout au long de l'année pour des visites guidées. L'occasion d'en apprendre encore plus. Donc, on vous en cite 2 sur la diapositive, le jardin réinventé à Bourg-Charentes et la petite ferme de Julien à Monac. Voilà, n'hésitez pas à les appeler pour réserver et puis pour vous rendre sur place pour en découvrir plus. À présent, nous allons procéder au tirage au sort des gagnants du jeu concours des serres de la ville de Cognac. Les serres de la ville de Cognac ont offert des plants légumiers pour soutenir cette initiative. Donc, ce sont des plants de tomates Roma produits grâce à la fourniture d'eau chaude produite par l'usine Revico à Saint-Laurent-de-Cognac, outil de la ville de Cognac qui fonctionne grâce à une énergie verte. Pour information, je précise que ces serres de la ville de Cognac ne vendent pas aux particuliers, mais vendent aux collectivités. Donc, je vous propose de participer dès maintenant au tirage au sort. Alors, je vous demande 2 petites secondes. Nous allons utiliser un site site en ligne de tirage au sort. Là. Donc, nous avons ici le nom de tous les participants qui se sont inscrits. Donc, pour pouvoir gagner les plans, il suffisait d'être inscrit et d'être présent au moment du tirage au sort que je vais effectuer dès maintenant. Donc, Bernard Dartra, vous avez gagné 10 plants de tomates Roma. J'ai laissé mon adresse email à la fin de la présentation de la conférence, donc vous pourrez me contacter pour connaître les modalités de retrait de ces plans. Et nous allons procéder au tirage au sort de la 2e personne. C'est François-Xavier Drubreuil qui a gagné 10 plants de tomates. Alors, je vais revenir à la présentation principale. Est-ce que tu peux reprendre la main, Christophe? Oui, je le fais. Et je partage celui. Voilà. Je voulais vous partager une dernière information. Donc, sur le site de l'espace citoyen, en complément du replay de la conférence et d'une synthèse des échanges, vous pourrez donner votre avis sur cette conférence, proposer des sujets pour les conférences à venir et manifester également votre intérêt pour des formations plus approfondies sur le jardinage pour les particuliers. Donc, je vous incite à vous rendre sur le site internet de l'espace citoyen pour pouvoir compléter ce petit questionnaire qui nous sera fort utile pour les prochaines conférences. Il me reste à remercier toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce premier épisode de la web série « Ceci n'est pas un AV » et en particulier l'espace citoyen, Sébastien Bruand, Rémi Marcotte, toute l'équipe et les jeunes de l'espace jeune de Cognac et de la LSH de Jarnac. Un grand merci également à la ville de Cognac qui a soutenu cette initiative et qui a gracieusement participé au jeu concours. Et puis merci également à la région Nouvelle-Aquitaine qui soutient le projet alimentaire territorial de Grand Cognac et à tous les services de Grand Cognac qui ont permis la réalisation de cet événement. Maintenant, c'est à vous de jouer et de jardiner. Ce qu'on vous propose, c'est de nous quitter sur une petite touche ludique avec les enfants de l'ALSH de Jarnac qui ont été interrogés par les ados de l'espace jeune de Cognac.
sur les expressions de la langue française issues du vocabulaire du potager. Donc pour cela, les plus petits ont confectionné des masques en forme de fruits et de légumes et ont répondu à leur manière sur le sens de ces expressions. Je vous laisse donc profiter de cette vidéo. Et peut-être juste avant de lancer la vidéo, Maud, parce qu'on va se quitter après, dire qu'on va travailler pour mettre la captation de cette visioconférence sur le site juste après la conférence. Donc n'hésitez pas, si ça vous a intéressé, à communiquer l'adresse pour que des gens qui n'ont pas pu participer puissent la voir. Peut-être si on se quitte juste après la vidéo, je vais aussi dire un mot avant de le lancer. Du coup, on fait durer un peu le plaisir avant la vidéo. Mais non, parce que je voulais quand même déjà te remercier particulièrement, Maud, pour tout le travail que tu as fait et qui est fort appréciable. Remercier aussi la collectivité de Grand Cognac pour cette initiative et puis surtout pour tout ce qu'elle est en train de faire au niveau de la mise en place de son plan alimentaire territorial, qui est quand même une chose extrêmement importante pour nous producteurs et en règle générale pour les consommateurs. Et puis le Conseil de développement, bien sûr, pour son aide. Et vous dire de plus, Maud a parlé de la possibilité de remplir le petit formulaire sur le site de l'Espace Citoyen. Ce serait hyper intéressant pour nous parce que ça nous permet d'avoir un vrai retour qui n'est pas toujours facile à avoir sous cette forme de visioconférence. Et d'ailleurs, pour ma part, c'est vrai que alors, autant l'exercice a été particulièrement appréciable pour moi, tant lors de la préparation de la conférence que lors de la présentation. Et j'espère que du coup, ça aura réussi à vous satisfaire au moins en grande partie. Et parce qu'il est particulièrement frustrant en fait pour moi de n'avoir qu'une heure pour faire passer le maximum d'informations, et puis parce il me tiendrait aussi vraiment à cœur en fait de réussir à diffuser le plus largement possible les quelques connaissances que j'ai pu acquérir sur le sujet du jardin potager et du jardin ornemental. Je réfléchis aussi à proposer des formations pour les jardiniers amateurs, et cette envie qui est pour l'instant qu'à l'état d'idée en fait verra aussi peut-être le jour en fait en fonction des retours qu'il y a et en fonction des nombres de personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de choses. Voilà, donc c'était l'occasion de le dire. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site de l'Espace Citoyen, qui, on le redit, est magnifique maintenant, et pour répondre à ce formulaire. Voilà, merci, j'ai fini. On y va? Il n'y a pas d'autres remerciements, d'autres commentaires? Si, moi je vais en ajouter un autre. Je voulais aussi remercier Madame Bell et souligner que c'est grâce aussi à elle que le genre de projets qui ont lieu à l'espace jeune de Cognac, avec l'intervention de partenaires auprès des jeunes, ont lieu. Et donc, je voulais également la remercier pour cela. Merci, Maud. Merci à tous d'avoir participé, en espérant vous se retrouver très nombreux pour notre prochaine web série. Ouais. Et notre vidéo. Et l'idée, c'est bien de continuer, même sur d'autres sujets que le potager, essayer de commencer à voir si c'est un mode d'animation agréable et qui peut être en alternance avec des moments publics et voilà. Oui, tout à fait. D'où l'idée de suggérer des sujets aussi. Absolument. Donc, c'est parti? Et c'est parti. On laisse la parole au petit pour terminer. Et puis, bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci à vous. Bonne soirée, merci. Timide, tu rougis quand tu es nouveau, tu rougis comme moi quand j'étais à ma nouvelle école, j'étais timide. C'est dire qu'on a beaucoup couru. Être fâché. C'est dire être rouge en colère. C'est d'être rouge. C'est-à-dire que c'est pas tes affaires. Ramène pas la fraise. En fait, ça vit aussi dans la terre qui est noire. Je sais pas. Un cœur où il y a de l'artichaut. Je sais pas. C'est être amoureux. Être petit. Ça veut dire être petit. Être haut comme une pomme. C'est-à-dire qu'on est haut comme 3 pommes. Petit comme 3 pommes. Petit. C'est d'être petit. Accélérer. Que tu vas très vite. C'est-à-dire qu'on va vite. Ça veut dire qu'on appuie sur un champignon. Aller très vite.
appuyer à la vitesse maximale. Je ne sais pas quoi ça veut dire. J'ai ma pêche. C'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires. C'est-à-dire que c'est pas tes affaires. Pas tes affaires. C'est pas pour lui. Ça veut dire que c'est pas tes affaires. Ça ne sont pas tes affaires. Ça veut dire que faut pas s'occuper des autres. Ça veut dire mentir. Dire des mensonges. C'est-à-dire qu'on raconte des trucs qui sont faux. Être beau. Ça veut dire en fait quand tu es très mignon et adorable. Ça veut dire qu'on est mignon. Ça veut dire être beau comme un chou. Être chou. Être trop chou. C'est chou. Bah, il est trop mignon. Super. Note de fraîcheur. Donc, on se quitte là-dessus. Oui, On se quitte on se quitte là-dessus. là-dessus. Bonne Merci, soirée à tous. bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.